En tant qu'écologiste, la paix est le vœu le plus précieux que nous puissions formuler pour 2024. C'est pourquoi, avec Marie Toussaint, notre tête de liste pour les élections européennes, pour nos vœux communs à la presse, nous avons souhaité vous donner rendez-vous ici, au mémorial du Mont Valérien. Le Mont Valérien, lieu de culte médiéval devenu forteresse militaire au cours du XIXe siècle. Le Mont Valérien, principal lieu d'exécution de résistants et d'otages en France par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Mont Valérien, aux 1008 fusillés, assassinés parce qu'ils étaient résistants, otages, juifs ou communistes. Le Mont Valérien, choisi après la guerre pour honorer la mémoire des morts pour la France de 39 à 45. Le Mont Valérien, devenu le 18 juin 1960, le mémorial de la France combattante. Notre pays porte les stigmates de la guerre. Ils sont encore partout, sur vos territoires, dans vos régions, dans nos régions. Je viens d'une ville du Pas-de-Calais, Hénin-Beaumont, Hénin-Guettard, avant les années 70, qui, pendant la Première Guerre mondiale, ne comptait plus que 23 habitants, le 11 novembre 1918, contre 200 000 en 1914. Lorsque l'armistice a été signé, c'est une ville fantôme, sans âme, au sens propre du terme. Sur 4500 immeubles, pas un seul n'est habitable, 600 sont totalement détruits. En partant, les Allemands ont fait sauter les puits de mines, ainsi que l'église fortifiée du XIe siècle. Ce territoire a été un lieu de désolation, mais aussi un haut lieu de résistance. C'est à quelques centaines de mètres de la maison où j'ai grandi, à la fosse dite du Dahomey, de la ville voisine de Montigny-en-Gohelle, qu'éclate le 27 mai 1941 une grève qui se répandra comme une traînée de poudre dans tout le bassin minier, pour devenir ce que l'histoire a retenu comme la grande grève des mineurs de 1941. C'est la plus grande grève survenue dans toute l'Europe occupée par l'Allemagne nazie, mais aussi la plus longue, puisqu'elle durera jusqu'au 10 juin. Les femmes, les filles de mineurs y ont joué un rôle crucial, de même que les mineurs polonais. Au total, le 5 juin, au point culminant du mouvement, les houillères comptabilisaient jusque 100 000 grévistes mineurs, soit 80% de l'effectif total. Et les mois et les années suivantes, c'est dans le bassin minier que la grève du zèle a été inventée, que toutes sortes de sabotages et freins à la production des travailleurs font chuter la production régionale de charbon de 30%, alors que les Allemands espéraient, avaient besoin même de l'accroître de 35%. Ils devront même acheminer, dès l'été 1942, des milliers de prisonniers de guerre ukrainiens et soviétiques pour y pallier. Tout cela, ça ne s'oublie pas. Vous avez tous des histoires comme ça sur vos territoires, partout en France, des lieux de mémoire nous les rappellent. À Amblin-Saint-Nazaire, près d'Arras, reposent plus de 43 000 corps dans le plus grand cimetière militaire français, Notre-Dame de Lorette, et c'est sa visite régulière, enfant, qui a forgé mes convictions pacifistes. Mais notre environnement reste aussi un témoignage vivace. Chez moi, dans une grande partie du Pas-de-Calais, les femmes enceintes, allaitantes, nourrissons, n'ont pas le droit de boire l'eau du robinet. La préfecture l'interdit, mais très peu de monde le sait. Quand je demande aux élus chez moi pourquoi on ne le fait pas savoir, alors que c'est interdit, on me dit c'est trop anxiogène. C'est mieux que les gens ne le sachent pas. Le fait est que l'eau est très polluée au perchlorate, et ce pour des centaines d'années encore. Qu'est-ce que c'est les perchlorates? Ce sont des composés chimiques très solubles, issus de l'industrie militaire, qui altèrent le fonctionnement de la thyroïde. Et il se trouve qu'on en retrouve dans le sol, dans le Nord, en Champagne-Ardenne, en fait, tout au long de la ligne de front de la Première Guerre mondiale. 1 milliard d'obus auraient été tirés. Il faut y ajouter les projectiles de tranchées, d'avions, les munitions d'infanterie, les munitions chimiques. Et de nombreux composés toxiques ont donc été utilisés à base d'arsenic, de phosgène, d'acide cyanhydrique, de TNT. Et selon les recherches des géologues, 200 à 300 millions d'obus n'auraient pas fonctionné, menant à 4 800 tonnes d'explosifs introduits dans le sol, dont la plupart continuent, chez moi, ailleurs, de se désagréger et de polluer nos nappes phréatiques. La guerre, oui, elle est loin et proche en même temps, dans le temps et dans l'espace. Mais la paix a aussi ses victoires. Depuis les 40 dernières années, depuis la crise des euromissiles, l'Europe, synonyme de paix, est devenue un lieu commun. À l'effondrement de l'Union soviétique, la guerre en ex-Yougoslavie était alors apparue comme une exception, une secousse de l'après-guerre froide, vestige du passé. On a pensé que c'était juste un accident de l'histoire. Eh bien non. Désormais, la guerre frappe à la porte de l'Europe. La guerre est à la porte de l'Europe. En Syrie, en Libye, en Palestine.
Et nous en ressentons chaque jour les retentissements dans notre société, certes dans notre économie évidemment, mais également dans toutes les tensions qui traversent nos sociétés, où une minorité ou des gouvernants s'opposent à l'accueil et à l'humanisme nécessaires pour accueillir les victimes civiles de la guerre. Mais la guerre est présente sur le sol même de l'Europe, en Ukraine. Les batailles de Kherson hier ou de Bakhmout aujourd'hui sont des batailles européennes et nous devons en tirer toutes les conséquences. Vous le savez, les écologistes, Marie, moi, nous sommes un mouvement pacifiste. Nous sommes des pacifistes qui visent la paix internationale. Oui, les écologistes revendiquent le pacifisme comme valeur centrale de notre projet géopolitique, c'est une valeur profonde de l'écologie. Et ce pacifisme ne signifie pas que nous sommes opposés à toute forme d'engagement, de la force en toutes circonstances. La lutte armée des Ukrainiens, par exemple, dernier recours pour préserver l'intégrité de leur territoire et de leurs droits, est juste et nécessaire. C'est d'ailleurs d'elle, il faut qu'on l'ait chaque jour à l'esprit, dont dépend à terme la liberté de notre continent. La lucidité, c'est la force des écologistes et c'est notre boussole. Nous avons été précurseurs pour dénoncer la guerre en Tchétchénie et les raids russes sur Alep qui ont décimé la résistance syrienne. Et nous savons qu'il faut arrêter l'impérialisme de Vladimir Poutine par tous les moyens, économiques, diplomatiques et militaires. C'est pourquoi nous avons soutenu l'aide militaire à l'Ukraine. C'est pourquoi nous la soutiendrons jusqu'à la défaite de l'armée russe, tout en soutenant évidemment toute initiative politique qui respecterait le droit international et le retour légal aux frontières de l'Ukraine. Laissez-moi vous dire que sur ce point, la France ne fait pas sa part. 500 millions d'euros d'aide bilatérale quand l'Allemagne a donné 17 milliards. Une fois de plus, le président de la République préfère les mots vides aux actions concrètes. Si nous voulons le retour à la paix en Europe, nous devons mettre les moyens à hauteur de nos ambitions et soutenir le peuple ukrainien et son gouvernement de toutes les façons. Comme écologistes, nous savons qu'il n'y aura pas de paix sans liberté ni justice. La paix, ça n'est pas un état un peu amorphe où il ne se passe rien. C'est une condition exigeante de notre vivre ensemble. C'est pourquoi nous devons aussi utiliser tous les leviers pour obtenir du gouvernement israélien un cessez-le-feu immédiat, qu'à chaque jour, des enfants, des femmes, des hommes innocents meurent des suites de représailles aveugles de cette intervention militaire. Ces leviers existent, intervention de la CPI, de la Cour pénale internationale, ou de la CIJ, la Cour internationale de justice, arrêt de la coopération militaire et sanctions, oui, sanctions. Comme écologistes, nous avons condamné immédiatement et sans aucune ambiguïté les attentats terroristes du 7 octobre et nous avons continuellement demandé la libération des otages. Mais comment offrir à la paix un espoir si l'intervention militaire israélienne tue des milliers de civils innocents? Difficile de déterminer avec certitude le nombre de morts sous les décombres à Gaza, mais les chercheurs estiment que nous serions déjà à environ 30 000 morts et le triple de blessés. Et on compte 85% de réfugiés parmi un peuple de 2,4 millions de Gazaouis déjà meurtris par la guerre et par la dictature islamiste du Hamas. Oui, la guerre frappe l'Europe de toutes parts et nous devons réagir. Car l'impact à long terme des guerres menace notre avenir commun. Nous sommes au Mont Valérien et ce n'est pas par hasard. Nous devons faire œuvre de mémoire, mais ce n'est pas non plus pour revendiquer l'héritage de la résistance. Ça serait indécent parce que la résistance nous oblige et elle nous dépasse, je dirais même. Nous n'en sommes pas les dépositaires, elle n'est pas le monopole d'un camp, et en France, elle fonde notre contrat social. Les résistants d'aujourd'hui, ils sont en Ukraine, et chez toutes celles et ceux qui accueillent les réfugiés des guerres qui frappent l'Europe. Je ne veux pas céder à l'idée d'une guerre contre le climat, par exemple, d'une guerre contre les entreprises qui détruisent le climat. Parce qu'en politique, les mots nous obligent. Nous devons protéger le climat, nous devons nous protéger contre les conséquences des pénuries de ressources, contre les tensions internationales qui pourraient apparaître. Nous devons organiser la justice sociale et climatique à l'heure où les plus pauvres subissent les conséquences des émissions des plus riches. Mais nous ne devons pas céder à la facilité ou à la démagogie des mots, comme certains aiment le faire, et notamment certains qui se donnent comme but le réarmement. Emmanuel Macron, notre président de la République,
a utilisé 7 fois le terme de réarmement pendant ses vœux. Alors tout y passe. L'économie, les services publics, l'État, la nation et même le civisme. Comme s'il cherchait un peu d'autorité en brandissant des armes. Laissons les armes aux militaires. Les services publics n'ont pas besoin d'être réarmés, ils ont besoin de moyens et de confiance. L'État n'a pas besoin d'être réarmé, il a besoin d'une boussole politique. La nation n'a pas besoin d'être réarmée, elle a besoin de cohésion et de justice. L'économie n'a pas besoin d'être réarmée, elle a besoin de règles nouvelles pour respecter les exigences sociales et environnementales. Et les citoyennes et les citoyens, ils ont besoin, avant tout, de la considération de leurs dirigeants et de justice. Voilà les conditions de la paix en France, en Europe et dans le monde. La paix, ça n'est ni un dû, ni une donnée, c'est une conquête face aux périls du monde. C'est une exigence que nous devons et que nous devons aux enfants qui vont grandir. Et il ne serait pas juste de leur laisser la responsabilité de réparer nos erreurs présentes et notre inaction. Nous sommes écologistes, et oui, nous sommes pacifistes. Nous sommes écologistes et nous avons bien des batailles à mener, mais nous le faisons et le ferons toujours dans la non-violence. Martin Luther King le disait d'une manière magnifique, la non-violence est une arme puissante et juste, qui tranche sans blesser et ennoblit l'homme qui la manie. C'est une épée qui guérit. Protéger, guérir, vivre, voilà ce que veulent les écologistes. Les écologistes aiment le sel de la vie, ce qui nous donne à toutes et tous une raison de vivre. C'est ici que, le 21 février 1944, Missak Manoukian a écrit sa dernière lettre avant d'être fusillé. Lui qui sera panthéonisé bientôt apparemment, il célébrait l'amour, les enfants, le soleil et l'Arménie. Il formulait cette bénédiction laïque, bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Aragon ne changera aucun de ces mots puissants dans ses strophes pour se souvenir. La paix et la liberté de demain ne sont pas une certitude, mais un combat. Celles et ceux qui les vénèrent plus que tout, comme les écologistes le font, en connaissent le prix parfois amer, mais nous savons pourquoi nous le faisons, et ce sont cet état d'esprit et ces valeurs qui nous guideront en 2024 et pour toutes les années qui suivront. Merci de votre attention.